Il y a 14 ans, une famille entière disparaissait dans le silence d'un pavillon nantais. Sous la terrasse, 5 corps, mais un seul homme manquait à l'appel, Xavier Dupont de Ligonnès. Depuis, aucun indice, aucun aveu, aucune certitude, juste un vide. Un mystère français devenu obsession nationale, une énigme au relent presque sacré, qui n'a jamais cessé de hanter l'opinion. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque recoin de cette affaire, des faits sanglants aux pistes les plus dérangeantes. Fuites mystiques, sectes cachées, mise en scène divine. Et si la vérité était encore plus folle que la fiction? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il est encore vivant? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations. Maintenant, plongeons ensemble dans le labyrinthe de l'affaire Dupont de Ligonnès. Le 21 avril 2011, la police française découvre à Nantes les corps de 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès. Agnès, l'épouse, et les 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Ils ont été soigneusement enterrés sous la terrasse de leur maison, enveloppés dans des draps, accompagnés de crucifix, de chandelles et de messages religieux. Seule absence, celle du père, Xavier Dupont de Ligonnès. Très vite, il devient le suspect numéro 1. Issu d'un milieu aristocratique en déclin, Xavier incarne une figure ambivalente. Père aimant, discret, pratiquant catholique, mais aussi homme acculé, financièrement, nourrissant des ambitions entrepreneuriales avortées. Il fréquente des forums catholiques traditionalistes et adhère à une vision du monde fondée sur la hiérarchie, la morale et le devoir. De l'extérieur, les Dupont de Ligonnès donnent l'image d'une famille stable, presque idéalisée. Mais les apparences vont bientôt voler en éclats. Les enquêteurs reconstituent le déroulé des événements. Entre le 3 et le 5 avril 2011, la famille est méthodiquement exécutée à l'arme à feu. Les enfants sont tués dans leur sommeil. Agnès, l'épouse, est vraisemblablement assassinée en premier. Xavier, lui, disparaît quelques jours plus tard, après avoir envoyé des lettres à la famille et aux établissements scolaires expliquant un départ urgent aux États-Unis dans le cadre d'un programme de protection de témoins. Ce stratagème, d'une sophistication troublante, s'accompagne de gestes froidement prémédités. Résiliation des baux, fermeture des comptes bancaires, euthanasie des chiens et lettres expliquant que la famille devait disparaître pour raison d'État. Une mise en scène presque cinématographique, empreinte d'un délire paranoïaque, mais aucun indice ne permet d'affirmer s'il a prémédité cette fuite dans l'espoir de recommencer une vie ailleurs, ou s'il s'est suicidé dans un ultime acte de désespoir. Le 15 avril 2011, Xavier est vu pour la dernière fois quittant un hôtel de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, laissant derrière lui sa voiture, des affaires et une ultime trace. Depuis, plus rien. Des recherches sont menées dans les massifs environnants, les forêts, les grottes, des battues, des recherches canines, des hélicoptères. Tout est mis en œuvre, mais le suspect semble s'être littéralement volatilisé. La piste du suicide reste plausible, une disparition volontaire dans une nature hostile pour ne jamais être retrouvée. Pourtant, aucune trace, aucun corps, aucune preuve tangible n'est jamais découverte. Le mystère s'épaissit, l'affaire devient vite une obsession nationale. S'est-il enfui à l'étranger? A-t-il refait sa vie sous une fausse identité? A-t-il bénéficié d'un réseau? Certaines théories l'envoient en Amérique latine, d'autres dans des monastères traditionalistes, d'autres encore évoquent des complicités familiales. En 2019, une interpellation à l'aéroport de Glasgow déclenche une onde de choc. Un homme est arrêté, identifié à tort comme étant Xavier Dupont de Ligonnès. L'affaire est relancée, les médias s'emballent. Mais l'ADN contredit cette identification. Une fois encore, le silence et le flou triomphent. D'autres témoins affirment l'avoir croisé en Italie, au Brésil, au Portugal, à Chypre. Mais ces signalements sont tous restés sans suite. Chaque apparition de sosie génère un emballement médiatique aussitôt retombé. La figure de Xavier devient celle d'un fantôme moderne, insaisissable et pourtant obsédant. Avec le temps, Xavier Dupont de Ligonnès devient une figure mythique du crime non résolu. Il est comparé à des figures comme Zodiac aux États-Unis ou Lord Lucan au Royaume-Uni. Les forums d'internautes se multiplient, les podcasts, les documentaires, les fictions s'en inspirent. Le mystère fascine autant qu'il terrifie. Un homme normal, père de famille, éduqué, cultivé, capable d'un acte aussi froid et calculé, puis de disparaître sans laisser de traces dans une société ultra surveillée. Il devient un symbole inquiétant des failles du monde contemporain. Solitude, chute sociale, perte de repères, invisibilité au sein de la multitude. Malgré l'ampleur des moyens déployés, des critiques émergent sur la gestion de l'enquête. Pourquoi les corps n'ont-ils été découverts qu'après 2 semaines? Pourquoi les premiers signaux d'alerte, absences inexpliquées, lettres étranges, n'ont-ils pas déclenché une réaction plus rapide? La maison n'a pas été fouillée immédiatement alors que les voisins s'inquiétèrent eux déjà.
De plus, certaines décisions judiciaires posent une question. Xavier a-t-il agi seul? Des complicités passives ont-elles été négligées? Certaines zones d'ombre demeurent. Que savait exactement son entourage? Sa sœur, fervente croyante, n'a-t-elle pas minimisé certains signes avant-coureurs? Pourquoi l'enquête a-t-elle été si centrée sur la piste du suicide sans explorer plus en profondeur d'autres pistes dès le départ? Ce qui suit est purement fictif, mais s'inspire librement des faits pour explorer une hypothèse dérangeante. Dans un carnet retrouvé 10 ans après les faits, au fond d'une cave désaffectée près de la frontière italienne, on lit ces mots griffonnés d'une écriture tremblante. Ils dorment, ils ne souffrent plus. Je les ai bercés dans la lumière, j'ai été choisi. Et si Xavier ne s'était pas caché? Et s'il vivait encore, tapi dans une retraite obscure, convaincu d'avoir accompli une mission divine? Certains psychiatres évoquent une psychose religieuse avec dissociation aiguë. Il aurait pu fuir? Oui, mais dans son esprit, il ne fuyait pas la justice. Il se détachait du monde corrompu. Une rumeur jamais vérifiée raconte qu'un vieil homme aurait vécu pendant des années dans un monastère de l'Atlas marocain, parlant à peine, priant, sans relâche. Il s'appelait Jean-Baptiste. Un autre témoignage mentionne un ermite dans une grotte des Dolomites, citant l'Apocalypse à voix haute chaque nuit. La vérité, peut-être qu'elle n'existe plus, ou peut-être qu'elle est là, tout près, dans le regard d'un inconnu dans une gare, dans la silhouette d'un pèlerin solitaire, dans le silence d'un homme qui ne parle jamais. Xavier est devenu plus qu'un nom, une légende morbide, une énigme ouverte, une plaie vive dans la conscience collective. Et si Xavier Dupont de Ligonnès n'avait pas agi seul? Si le drame de Nantes n'était que la partie émergée d'une folie mystique collective? Certains anciens collègues se souviennent de ses propos sur la fin des temps, sur la pureté, sur la nécessité d'un sacrifice. Et si l'on avait affaire à une cellule dormante d'une secte apocalyptique? Des lettres retrouvées sur son ordinateur, jamais rendues publiques, évoqueraient une communauté de rachetés devant fuir un monde devenu trop impur. L'odeur d'un messianisme morbide plane sur l'affaire. Un homme se rêvant patriarche d'un peuple élu, en route vers la purification, à travers le feu et la mort. La fiction rejoint alors la peur, et si quelque part une poignée de survivants de cette pensée folle se réunissait encore, et si cette affaire n'était pas close, mais seulement en sommeil? Xavier ne serait plus alors un individu isolé, mais le prophète d'une apocalypse larvée. Et dans ce cas, sa disparition n'est pas un hasard. C'est un signal, il est une région oubliée, aux confins du Piémont italien, où les chemins s'enfoncent entre les pierres et les neiges éternelles. Là, dans un ermitage effondré, des enfants tombèrent un jour sur une cavité murée. En la perçant, ils découvrirent une minuscule chapelle peinte de fresques décrépites. Au centre, un matelas, une silhouette momifiée, un revolver rouillé. Près du corps, une croix et un carnet. À l'encre noire, ce message « Je suis le Père, je suis l'agneau, je suis l'expiation ». Le corps n'a jamais été identifié avec certitude. L'ADN était inexploitable, mais les inscriptions, les dates, les citations bibliques correspondaient. Était-ce lui? Un imitateur? Un fou? Ou bien le spectre revenu clore le cycle? Les autorités italiennes classèrent l'affaire sans suite. Mais chaque année, à la même date, un bouquet de lys blanc est déposé devant le portail muré du 55 boulevard Schumann à Nantes, et personne ne sait par qui.